Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer les cours ateliers de Villedieu. Et nous commençons par cette belle photo de la cour du foyer, qui est le lieu emblématique inscrit au monument historique de Villedieu. Alors on va voir dans cette présentation à quel point la vie et le travail étaient liés à Villedieu, puisqu'on vivait et on travaillait dans les mêmes lieux, les fameuses cours ateliers. Alors d'abord, on va commencer par une carte de la ville, sur laquelle on a replacé les différents métiers grâce à un recensement de la population qui a eu lieu pendant la Révolution française. C'est un registre en fait des logements qui nous donne la profession des chefs de famille avec une localisation par rue qui n'est pas forcément précise, mais qui nous permet de présenter ce résultat. Alors tout d'abord les poêliers, la poêlerie est l'activité traditionnelle de fabrication d'ustensiles en cuivre, en alliage cuivreux. Alors quand on parle d'alliage cuivreux, on pense au laiton et aussi, alors le laiton étant du cuivre plus du zinc, et aussi au bronze. Alors les bronzes fabriqués sont de différentes qualités, pas forcément du bronze pour les cloches, du bronze aussi pour faire des objets ornementaux, où là on a du cuivre plus de l'étain, et puis parfois du plomb, de l'antimoine, etc. La poêlerie, elle, fabrique des objets en cuivre et en laiton qui sont des ustensiles. À cette époque-là, pendant la Révolution, c'est une activité qui est plutôt en déclin, mais vous voyez qu'il y a beaucoup encore d'ateliers de poêlerie à Villedieu à cette époque. Ensuite, les fondeurs. Alors par fondeur, on n'entend pas fondeur de cloche, on entend ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire les fabricants de petites fonderies. Alors ça peut être des poignées pour les bassines qui sont faits dans un bronze qui est pauvre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va récupérer dans les ateliers les chutes de cuivre, de laiton, on va mélanger tout ça, on va ajouter un petit peu d'étain, un petit peu de plomb, et on va fabriquer des poignées, ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être également tout ce qui est l'ornementation d'église, les piques cierges, ce genre d'objets liturgiques qui sont fabriqués dans ces ateliers. Alors, il n'y en a pas beaucoup de fondeurs. Et on a aussi la chaudronnerie, alors qui, elle, est une activité alors en plein développement et qui va prendre le dessus au XIXe siècle sur la poêlerie. Alors cette carte nous présente les ateliers de Villedieu en 1900. Ça c'est un travail fait par Monsieur Saunier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en jaune on a les différentes cours ateliers de Villedieu. On estime au 19e siècle qu'elles sont une quarantaine. Alors bien sûr il y en a eu peut-être un peu plus avant, les noms ont changé, il y a eu beaucoup de changements de noms. Mais en gros, 18-19e c'est une quarantaine de cours qui travaillent. Les cours donc sont en jaune et en pastille de couleur on a les différents types d'activités, différents types d'activités qui existaient dans ces cours. Alors en vert, on a poêlerie, chaudronnerie. En mauve, on a en violet les autres fonderies, petites fonderies. Et en rouge, fonderie de cloche. Alors on va mieux y voir sur la diapo suivante, où là on voit, pour prendre l'exemple juste des fonderies de cloche, qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, ça je l'ai dit aussi dans une autre vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que le numéro 2, c'est-à-dire la fameuse fonderie Avar, qui est créée ici en 1865, eh ben, coexistait avec d'autres fondeurs, notamment les Vielles ou les Béatrix. Sur les cloches anciennes, on retrouve ces noms. Un exemple d'organisation de bâtiment, l'exemple de la cour de la Luzerne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce modèle va être valable dans l'ensemble des cours ateliers de Villedieu. C'est à peu près toujours la même architecture. Alors les proportions changent un peu, mais c'est toujours une espèce de cour en forme de rectangle, autour de laquelle se distribuent des ateliers au rez-de-chaussée, des habitations au premier étage, dans les greniers, une petite lucarne par laquelle on emmène grâce à une espèce de crochet et une poulie, on amène ce dont on a besoin pour travailler. Et vous voyez, cette maison, c'est vraiment la maison typique de Villedieu, avec
un escalier extérieur en granit, un gros escalier massif, ça c'était typique aussi des cours ateliers de Villedieu, qui permettait de s'échapper de son habitation sans passer par l'atelier. Il n'y avait pas de communication entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors, par la suite, ça a été réalisé par des escaliers intérieurs. Mais Moyen-Âge, époque moderne, on a ces gros escaliers extérieurs qui permettent de s'échapper. Parce que, bien entendu, il y a énormément d'incendies à Villedieu et ils ont tendance à débuter dans les ateliers, qui sont au rez-de-chaussée. Alors, les cours les mieux pourvus ont également un puits. Là, on voit une pompe. Et ça, c'est très important parce que l'activité du cuivre impose de refroidir son cuivre quand on le travaille à la forge. Et donc, on a besoin d'eau en permanence. Alors bien sûr, on a de l'eau en Normandie, et on utilise aussi les descentes de toit, les gouttières, pour remplir des tonneaux d'eau, de pluie. Et puis, autre chose intéressante, dans cette cour-là, comme c'est le cas aussi dans la cour du foyer, on a un second étage qui est en briques, on voit ici, et on voit bien que ça a été rajouté. Alors ça, c'est pour répondre à une demande au XIXe siècle en logement pour les ouvriers de la chaudronnerie. On constate en ville qu'il y a plusieurs endroits comme celui-ci où on surajoute un second étage en briques. Alors c'est vraiment pour répondre à une demande. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la cour de la Luzerne, comme dans d'autres cours, il y a énormément de monde. Il y a des familles entières, et les familles n'ont pas que 1 ou 2 enfants, ils en ont beaucoup plus. Ça veut dire qu'il y a une vie considérable, un bruit considérable, et puis, on va voir tout à l'heure, un bruit de martelage aussi très, très important. Donc voilà, en résumé, la distribution des différents espaces dans une cour atelier typique de Villedieu. Alors voici quelques photos de la cour de la Luzerne, toujours la même. On voit bien les différents espaces dont on vient de parler. Autre photo un peu plus récente qui date des années 1950. Voici la cour du foyer. Alors actuellement, c'est une cour qui abrite les musées de Villedieu. Ça a été longtemps une cour atelier comme toutes les autres de la ville. C'était une grande cour atelier avec, comme on vient de le dire, des ateliers en rez-de-chaussée, des habitations au premier étage. Et on peut constater également la présence de ces gros escaliers qui permettaient donc de quitter le premier étage pour se rendre dans le rez-de-cour en cas d'incendie. Alors cette cour, elle n'a pas beaucoup changé, c'est son avantage, et elle abritait dans cette partie-là, en dessous, à l'intérieur du bâtiment, le foyer qui a donné son nom à la cour. Le foyer étant, on va le voir tout de suite, une espèce de four de fonderie de laiton qui a servi pendant tout le Moyen-Âge. D'autres photos de la cour du foyer. Alors, comme pour la cour de la Luzerne, il y a beaucoup de monde qui y vit. On voit les tonneaux pour récupérer l'eau de pluie. On voit bien ici, à nouveau. Et puis surtout, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Il faut imaginer que dans ces cours, on a plusieurs familles de 5, 6 membres, multipliés par une dizaine de familles, ça fait 60, 70 personnes, 80 personnes parfois par cours, multiplié par 40 cours. Donc ça explique qu'il y a 2/3 de la population de Villedieu qui est totalement liée à cette histoire de travail du cuivre, ce qui est énorme. À nouveau d'autres photos de la cour du foyer. Alors celle-ci est intéressante parce qu'on y voit une dame qui est dentelière, qui a son métier sur ses genoux. Et sur la photo de droite, on voit les ouvriers au travail, parce que dès qu'il faisait beau, on sortait les outils, les billots pour marteler, et le cuivre qu'on allait déformer sur ces billots en orme. Il faut donc imaginer l'ambiance sonore qui pouvait se dégager de ces cours. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs dizaines de cours. Il faut imaginer le bruit que ça pouvait faire, et c'est vrai qu'on a des témoignages de personnes qui arrivent à la fin du XIXe siècle par le train,
donc plutôt en haut de la ville, et qui descendent le vallon et qui entendent Villedieu avant de la voir. La cour du foyer de nos jours, elle n'a pas beaucoup changé. Elle a été pavée. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait de la terre battue, en fait, simplement, et juste un fil d'eau en pierre, en pavé. Là, elle est entièrement repavée, mais elle n'a pas beaucoup changé. Et la cour du foyer aujourd'hui. Alors la pièce qui s'appelle le foyer, qui est visitable dans nos musées, elle abritait donc une fonderie banale, c'est-à-dire qu'elle appartenait au seigneur, commandeur de Villedieu, une fonderie de cuivre et de laiton en fait principalement. Alors on a la chance d'avoir un encyclopédiste de Caen qui s'appelle Duhamel du Monceau, qui est venu au milieu du XVIIIe siècle faire des relevés de tout ce qu'il voyait en ville en ce qui concerne l'industrie, entre guillemets, et il a mesuré, il a relaté les différentes étapes, les différents ustensiles, tout ce qu'il fallait pour fabriquer du cuivre et du laiton à Villedieu. Donc on a des planches magnifiques qui nous ont permis de réaliser une maquette en s'en inspirant et qui nous donne une vision un peu plus claire de la façon dont on pouvait fondre le laiton. Alors pour ce faire, on utilisait un moule, voilà, qui est formé de deux pierres mises l'une sur l'autre. On va voir tout à l'heure, il y avait des petites réglettes qui permettaient de donner une épaisseur et un contour à la feuille de laiton qui allait être fabriquée dedans. Et au préalable, on allait faire fondre dans un creuset un mélange de cuivre et un petit peu de zinc, dans un four enterré, alimenté en air par un gros soufflet. Une fois que ce mélange, cet alliage était fait, on allait le couler dans ce moule, qui était tenu par une espèce de grosse charpente en bois. Il fallait l'incliner, remplir le moule. Ensuite, on allait ramener cette partie en charpente à la verticale et on allait ensuite laisser reposer la plaque. On allait enfin ouvrir le moule et donc libérer une plaque de laiton qui avait à peu près un format de 60 par 80 cm, mais par contre une épaisseur très importante de 6 mm. Cette plaque-là, entre guillemets, un petit peu standardisée, c'était ce qui était vendu aux différents ateliers de la ville. C'était charge à eux, évidemment, de transformer cette plaque en différents ustensiles. Mais il faut imaginer que à Villedieu, c'est un artisanat du martelage, c'est-à-dire qu'on va étirer son métal au marteau. On n'a pas de laminoir, évidemment, à ces époques-là. Et donc, il faut savoir l'étirer, le réchauffer sans le casser, ce qui est la prouesse, puisque vous savez bien qu'on arrive à réaliser des choses fabuleuses à Villedieu, on arrivait, avec un métal qui est quand même pas très facile à déformer. Alors voici les différentes pièces en fait de ce moule qui est fait de pierres de foyer, ce qu'on appelle les pierres de foyer qui sont en granit, hein, qui sont faites de granit de la région. On a beaucoup de gisements entre guillemets de granit dans la région. On pense toujours à Saint-Michel-de-Montjoie, le Gard, voilà les petites régions dans lesquelles on tirait ces pierres de granit. Voilà les réglettes. Et en gros, la feuille était faite ici. Alors les vires, qui sont des espèces de grosses vis qui permettent de tenir ce moule, qui était très pesant, parce que faut imaginer que ces deux pierres-là pesaient à peu près 500 kg. Alors ce système de coulée dans les pierres de foyer va durer pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à ce que, avec la chaudronnerie, arrivent des plaques déjà fabriquées dans des usines, où là on passe à autre chose, on passe vraiment à l'industrie. Et là ça commence plutôt dans les années 1820-1830. Alors voici une vue en relief des élévations de la cour du foyer. Les couleurs correspondent en fait aux différentes époques, c'est-à-dire que le bâtiment rouge, c'est le premier bâtiment. Il a été créé au XIIe siècle. Ensuite sont apparues, entre guillemets, les ailes de la cour. On voit bien en rose et en rouge foncé. Et ensuite, plus on va vers le vert clair, plus on va vers des bâtiments récents, entre guillemets, c'est-à-dire
construits au 19e siècle. Et ce n'est qu'après, on va peut-être avancer une date 18e siècle, qu'on va créer les ouvertures côté rue et surtout côté rivière, puisque vous savez que les cours ateliers, en fait, ce sont des cours qui sont juxtaposés les unes aux autres, et on a souvent une sente, un petit sentier qui descend jusqu'à la rivière, et une entrée côté rue. Évidemment, là, ce plan écrase le relief, donc on ne se rend pas compte qu'en fait, ça descend vers la rivière. Alors, l'intérieur d'un atelier de Villedieu. Eh bien, quand on rentre dans un atelier de Villedieu, on entend ce genre de bruit. C'est un bruit incessant de martelage.
Alors il faut imaginer ce bruit qu'on vient d'entendre, multiplié par 40 cours ateliers, c'est énorme. C'est d'ailleurs ce bruit de batterie qui a donné son surnom aux ateliers de Villedieu, on appelait ça les batteries. Alors voici un autre atelier, alors là on a un plan fait par Monsieur Saunier, là on a l'intérieur d'un atelier Marimette, un atelier de fabrication de pots de colle. C'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a une forge insoufflée, un espace de travail avec un billot ou un tas, les escaliers extérieurs qu'on voit en bas à gauche, et puis là une section emballage qui est un peu plus moderne évidemment. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur les murs des traces de vitriol. Alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en ville, et si vous êtes attentif en vous promenant, vous verrez souvent dans les bas des murs des ateliers ces traces vertes. Ça servait à dégraisser et à récurer les cuivres. Alors rapidement, je vous laisse lire les différents outils des ateliers de Villedieu avec le fameux tas. Le tas, c'est ça, c'est une espèce de tige en fer qui est fixée dans le sol par des coins. Ça, c'est pour éviter que quand on frappe le métal, ça résonne trop dans le coude de l'ouvrier. Et puis surtout, ça permet de les changer en fonction de l'objet qu'on fabrique. On va utiliser telle ou telle forme de tas. On a les marteaux qu'on appelle à Villedieu des brilles en lait. Pourquoi? Parce qu'ils brillent en l'air, parce que la table du marteau, la partie qui frappe, était extrêmement bien polie pour faire de jolis motifs au cuivre en cours de martelage. Alors là, quelques mots de vocabulaire de fabrication d'objets en cuivre. On a en bas à droite Monsieur Vigla qui est en train de fabriquer une poêle à bouillir, alors qui est déjà de belles dimensions. Et on a la fabrication de la fouée, c'est-à-dire là on va empiler plusieurs poêles à bouillir l'une sur l'autre et on va les réchauffer dans ce qu'on appelle une fouée, c'est-à-dire une espèce de four, on va dire, dans lequel on va mettre du charbon, on va mettre des briques, et à l'intérieur, ces fameuses poêles à bouillie. Un autre intérieur d'atelier, alors là on est chez Monsieur Roblin, on a le tas, à nouveau, qui peut avoir d'autres formes, comme je viens de le dire, et puis les fabrications. On a un vase, mais surtout des canalets, qui a été sa spécialité à Monsieur Roblin. Ici, sur la gauche, Alfred Boudet au travail, donc là on est dans les années 50. Et sur la droite, l'intérieur du musée de la poêlerie. D'autres photos d'atelier. En bas à droite, Monsieur Marie au travail dans la forge de l'atelier du musée de la poêlerie. Et puis des fabrications comme les coques d'église, qui est quelque chose de très important à Villedieu. Toutes ces photos viennent du musée. Alors voici un petit film sur la fabrication d'une bassine à confiture. La poêle est un objet traditionnel de Villedieu. Elle servait à cuire la bouillie de sarrasin, base de l'alimentation des Sourdins, habitants de la ville. Au rez-de-chaussée, l'atelier du poêlier a été reconstitué d'une façon rigoureusement authentique. Découvrons ensemble les étapes principales de la fabrication d'une bassine en cuivre. C'est à partir d'une plaque de cuivre de 5 à 6 mm d'épaisseur que le travail du poêlier commence. L'ouvrier place la pièce de cuivre sur un billot en orme et frappe dessus avec un maillet pour lui donner une forme incurvée. À l'aide d'un compas, il trace un cercle qui délimitera le fond du récipient. Ensuite, il marque l'angle avec un maillet de bois le long de la ligne de ce cercle. Cette opération s'appelle le clavage.
Elle délimite l'angle du récipient. À partir de cet angle, en frappant à l'extérieur, l'ouvrier rétrécit ou rétreint le métal pour rapprocher les bords du récipient et lui donner ainsi sa forme définitive. Chaque rangée de coups de marteau s'appelle une V. À Villedieu, autrefois, dans de nombreux ateliers, résonnaient ces coups de marteau. On reconnaissait même l'ouvrier au bruit du marteau et à sa façon de frapper le cuivre. Le travail de rétreinte demande une grande habileté car il faut donner des coups de marteau réguliers afin de ne pas diminuer l'épaisseur du métal tout en lui donnant sa forme. Le métal ainsi frappé durci, on dit qu'il s'écroule. Il va donc falloir le recuire afin de le rendre de nouveau malléable. Le récipient écroui va être posé sur la forge où brûle le charbon de bois. L'ouvrier le tourne avec des tisonniers, tandis qu'il manœuvre le soufflet à l'aide d'une chaîne passée sous son pied. Lorsque le cuivre est rouge, il est de nouveau malléable. Le travail peut ainsi se poursuivre sans risque de casser le métal. Les opérations de rétreinte et de cuisson se répètent autant de fois qu'il est nécessaire à l'ouvrier pour donner à l'objet la forme voulue. L'ouvrier réalise un fer rond pour entourer la bassine et consolider le bord. Ce fer est posé à l'extérieur du récipient. L'ouvrier frappe l'extrémité supérieure afin de l'enrouler autour de ce fer et de donner au bord du récipient une forme parfaite, solide et durable. Lorsque la forme définitive est donnée à l'objet en cuivre, il reste à l'ouvrier à le marteler. Le martelage consiste à rendre à nouveau le métal dur en frappant de petits coups réguliers sur toute la surface de la bassine. Il ne s'agit pas d'une décoration, mais de resserrer les molécules de cuivre entre elles. Autrefois, cette opération s'appelait pâte-noter. Ce mot vient de pâte-note, qui désignait les rangées de grains de chapelet. Ensuite, l'ouvrier fixe les poignées et la bassine est prête à l'emploi. La poêle est un objet traditionnel. Alors bien sûr, les ateliers ne sont pas restés dans les cours du même nom à Villedieu. Avec l'arrivée de la chaudronnerie au XIXe siècle, il a fallu des espaces beaucoup plus importants
pour pouvoir travailler, cette fois des plaques plus grandes qui étaient rivetées les unes aux autres. Ça, c'est vraiment la définition de la chaudronnerie par rapport à la poêlerie. La poêlerie, ce sont des ustensiles, des petits objets, et la chaudronnerie, c'est des objets beaucoup plus importants et avec une technique de rivetage. Voici la cuivrerie Havard de la zone de la Foulerie, qui a été créée dans les années 1900, fin des années 1950 et qui a duré jusqu'au début des années 2000. C'est une marque très très connue. Voici l'intérieur d'un autre atelier, l'atelier Le Cellier dans les années 1960, où là on voit bien que c'est une production en série d'objets en cuivre et en laiton bien sûr. Et là on va revenir à l'organisation des métiers, parce qu'il existe des statuts de poêliers de Villedieu qui ont été déposés en 1328. Ça veut dire que bien avant cette date, les métiers étaient organisés. Ils s'étaient dotés de règles qui ont été reconnues donc en 1328 par le commandeur de Villedieu, puis les différents rois de France. Cela jusqu'à la Révolution française et la loi Le Chapelain sur la suppression des corporations. C'est très important parce que le statut détaille les règles, donc les amendes aussi, en cas d'infraction, également les périodes de travail, et l'existence aussi de rapports entre l'apprenti et le patron qui sont très détaillés, et l'existence également d'une caisse mutuelle. Alors ça c'est intéressant, c'est le fameux trésor du métier, qui permettait en cas de difficulté d'un de ses membres de l'aider. C'est en fait une sorte de mutuelle avant l'heure, puisqu'on pouvait aider quelqu'un en difficulté. Alors par exemple une orpheline qu'il fallait doter pour la marier, eh bien on allait prendre entre guillemets dans le trésor du métier. Et c'est très important parce qu'à la fin du XIXe siècle, les députés français qui étaient en train de réfléchir aux caisses de secours mutuels avaient pris pour exemple les ouvriers de Villedieu, en disant que depuis le Moyen-Âge, ils s'organisaient comme ça de façon un peu spontanée par ce biais du trésor du métier. Alors les confréries, comme dans bien d'autres régions, étaient importantes à Villedieu puisque c'est un lieu de production. Alors on n'a pas fait que du cuivre, on a fait également du parchemin, tout un tas d'autres métiers qui chacun avait leur sainte patronne ou leur saint patron. Et donc à chacune des dates de ces saints patrons, on arrêtait de travailler et on allait à la messe et on faisait un repas en commun. Alors voici, donc dans l'église Notre-Dame, on a une magnifique chapelle Saint-Hubert donc pour les poêliers chaudronniers de Villedieu. Et tous les ans, on désignait les 2 gardes, c'est-à-dire les 2 meilleurs ouvriers de l'année. Et leur nom était inscrit sur des plaques émaillées dans cette chapelle. Et là, voilà le recensement de ces noms qui a été fait en 2002 par M. Saunier. Et les plaques sont encore visibles dans la chapelle de l'église Notre-Dame. Voici un tableau des saints patrons et patronnes et des jours chômés dans l'année. Alors voici une photo que j'aime beaucoup, c'est une collation de Saint-Hubert, où on retrouve des ouvriers de Villedieu qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu en fait sur d'autres photos tout à l'heure, notamment Monsieur Roblin et son fils qui est ici, Monsieur Anguard qui est là, que des noms connus à Villedieu d'ouvriers du cuivre. Et j'aime beaucoup me dire que voilà, ces personnes ont contribué à inscrire leur métier dans l'histoire de la ville. Un autre aspect de cette histoire, c'est celle aussi de la santé des ouvriers du cuivre. Alors pendant longtemps, on a dit que Villedieu avait échappé aux grandes épidémies. Alors quelques scientifiques de la fin du 19e siècle se sont penchés sur cette question en essayant de trouver
si effectivement le cuivre et ses dérivés offraient une sorte de protection à la population locale. En fait, on a regardé ces études, elles ne sont pas forcément très concluantes. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est ce qui est raconté sur les émanations qui s'élèvent de la ville, émanations d'odeurs de cuivre, d'arbres. Vous voyez le texte là de 1881, les arbres sont revêtus d'une couche verdâtre de cuivre et les bois brûlent avec une flamme bleue et verte. Dans les temps chauds, par un air calme, quand une petite pluie vient humecter la terre, on sent une odeur cuivreuse, résultat des vidanges et des eaux de fabrique répandues dans le voisinage. C'est dire l'intensité de l'activité du cuivre qui imprégnait littéralement l'ensemble de la ville. Alors les maladies des ouvriers sont classiquement liées à leur posture, évidemment, ils sont un peu tordus dans tous les sens, ils sont liés aussi aux émanations dont on vient de parler, au fait qu'ils côtoient des substances chimiques extrêmement dangereuses, et puis évidemment cette population ne peut éviter les grandes épidémies. Pour les dentelières, c'est plus particulier, c'est-à-dire qu'évidemment elles ont besoin d'une bonne vue, et l'activité de la dentelle va rapidement agir sur leur vision. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est l'intoxication au plomb par l'usage de la céruse qui était destinée à blanchir les dentelles qui en étaient saupoudrées avant d'être vendues. En conclusion, on peut dire que ce métier du cuivre est un étrange métier. Alors ce nom-là, cette dénomination-là, cette appellation-là, on la retrouve dans les statuts des poêliers du XIVe siècle. Ils appelaient leur métier « étrange métier ». Et c'était pas au sens de bizarre, c'était au sens de provenant de l'étranger. Effectivement, quand on se promène en Afrique du Nord, et puis tout autour du bassin méditerranéen, on se rend compte que dans les souks, il existe exactement les mêmes métiers que ceux pratiqués à Villedieu. Sauf que là, je vous exprime ça dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le contraire. On pense que c'est la présence des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Villedieu, chevaliers de Malte, qui crée notre ville, qui apporte, entre guillemets, dans leur bagage, cette fabrication de cuivre et de laiton qu'ils ont vue au Proche-Orient. Voilà ici les dynandiers d'Alep, Syrie. Malheureusement, ces ateliers n'existent plus depuis la guerre en Syrie évidemment. Par contre, ce sont les mêmes objets, les mêmes tas, le même fléau pour peser le cuivre, et les objets se ressemblent vraiment, encore une fois, beaucoup. Et c'est normal, car c'est la même histoire. J'aime beaucoup mettre ça en parallèle avec cet atelier Roblin en 1900. Une autre image d'atelier d'Alep. Et une dernière image où on voit sur la gauche les tas, les maillets, les marteaux et les différents objets fabriqués en laiton ou en cuivre. Je vous remercie, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, à très bientôt.